Bren Blabla numéro 2, cette fois on traverse à l'est, on regarde les prédictions que j'avais faites, on analyse les séries qu'il y a eu et on discute un peu du deuxième tour pour voir qui va accéder au final de la conférence de l'Est. Donc comme d'habitude, on commence ça dans 3, 2, 1. On commence dans l'Est. Le premier match-up qu'on va aborder, c'est Milwaukee Heat. Ça va être le premier seed contre le 8e. Et j'ai eu raison. Ça s'est terminé en 5. Mais pour le Heat, Milwaukee, c'est la déception de ces séries. On parlait ici d'un potentiel champion. On parlait ici de potentiel three-peat si on parle de l'an dernier avec un Middleton en santé. Peut-être que le Heat aurait déjà fait un back-to-back et potentiellement cette année gagner un 3e championnat consécutif. Mais malheureusement, l'élan de Milwaukee s'est complètement effondré contre la chaleur de South Beach. Dès le début de la série, on savait que Middleton n'était pas en santé, problème de genou. Finalement, a joué. Et là, dès le début, ça a été Giannis qui s'est blessé lors d'une violente et mauvaise chute dans la peinture après un jeu aérien. Il est tombé sur son dos. On pouvait le voir dans les matchs suivants, le gars se faisait masser, utilisait un gun à massage, avait des douleurs lombaires au bas du dos. Donc le gars n'était pas à 100%, mais ça ne l'a pas empêché de connaître une bonne série, de faire un triple-double, d'être impactant des deux côtés du terrain. Et on parlait aussi de l'impact que Brook Lopez a eu pour rester sur le secteur intérieur. Mais le Heat a seulement été plus dominant, voulait plus gagner. On connaît Jimmy Butler, on l'appelle Jimmy Buckets pour ses performances en playoff. Et encore une fois, ça l'a paru. On sait très bien que les deux équipes ont une historique. 2020, le Heat a vaincu les Bucks dans la bubble à Orlando. Après ça, l'année d'après, en 2021, cette fois, ça a été les Bucks qui ont battu le Heat en première ronde pour filer vers le championnat. Donc, on se disait, c'était sûr que ça allait être un bon match-up. C'est sûr que ça allait être une bonne série. Mais on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'une équipe de play-in qui avait perdu, d'ailleurs, son premier match de play-in contre les Hawks, allait s'effondrer contre la meilleure équipe de la ligue. Les favoris au titre, l'équipe la plus profonde de la NBA, avec le plus d'expérience. De l'autre côté, pour parler un peu plus du Heat, il faut leur donner énormément de crédit, surtout à Erik Spoelstra, qui est un des entraîneurs avec la plus longue longévité dans la NBA, qui est là depuis les années 2000, qui a commencé comme entraîneur adjoint, qui s'occupait des vidéos. Il a vraiment montré qu'il était capable de s'ajuster et de vraiment jouer contre les meilleurs. Et ça depuis des années. On se souvient à l'époque des Heatles, mais également 2020. Puis là, présentement, le Heat fait penser au Heat de 2020 qui était à 2 matchs de remporter le championnat NBA 2020 contre les Lakers de LeBron. Ce qui est fun à voir dans la NBA présentement, c'est la parité qui s'installe. Comparé, exemple, au hockey. Le hockey, à chaque année, on ne sait jamais qui va gagner le championnat, qui va se rendre en finale de la Coupe Stanley. Tandis que dans la NBA, tu as des joueurs All-Star. On s'attend à ce que tu sois haut classé, que tu rapportes des championnats. On le sait très bien, aussitôt que tu as un joueur top 10, top 15, tes chances de faire top 4 pour la finale sont vraiment élevées. Et le Heat ont ça, un joueur top 10, top 15 en Jimmy Butler. De plus, ce joueur est entouré de très bons joueurs qui ont prouvé qu'ils étaient capables de jouer dans l'NBA, que ce soit les Kyle Lowry, les Kevin Love, les Oladipo de ce monde, qui ont été des All-Stars, qui ont gagné par le passé, ou des gars qui n'ont pas été draftés, que là, ça a été le flair de Pat Riley, qui les a trouvés avec des Haywood A. Smith, des Gabe Vincent, des Max Strus. Okay? En plus, j'ai même pas abordé Bam Adebayo. Okay? Oui, le gars est inconstant. On le voit pas toujours à la Anthony Davis, mais quand on le voit, il mérite d'être un All-Star. Il peut être méchant, il peut faire du dommage à l'intérieur comme à l'extérieur, même si c'est pas un très grand tireur de 3 points. Il n'hésite pas à tirer des mid-range. Donc, d'un côté, c'est surprenant de voir Milwaukee sortir en première ronde. On s'entend pour dire
qui affrontaient pas vraiment un 8e seed. J'en parler prochainement, mais Brooklyn était vraiment plus une équipe aux allures de 8e, voire même pas une équipe de playoff. Tandis que le Heat, il y a un an, c'était la meilleure équipe de l'Est, la première au classement, avec Phoenix qui était premier dans l'Ouest. Donc, oui, ça a été une surprise, mais lorsqu'on se met à analyser la chose, c'est un peu plus comprenable. Et je vous cacherai pas, je vois le Heat aller loin dans les playoffs, mais ça, on garde ça pour plus tard. Concernant la série 2 contre 7 qui faisait affronter les Celtics de Boston aux Hawks d'Atlanta, les Celtics ont quand même eu peur. Ok, ça a été une série qui s'est finie en 6. 2 matchs remportés par les Hawks, dont un gros où on a vu Trae Young avec un tir du centre-ville, du logo presque, pour donner la victoire. Mais j'ai vu des Celtics pas du tout stressés, des Celtics décontractés qui n'avaient pas nécessairement peur des Hawks, des Celtics mous, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on s'attendait à ce que ce soit un sweep, ok? Moi, j'avais prédit Boston en 5, ça a été en 6, ok, on est d'accord, Atlanta ont quand même un bon roster, ont des joueurs All-Star en Young et Murray, avec des gars comme Bogdanovic, Saddiq Bey off the bench, Onyeka Okongwu, Jalen Johnson, mais quand même, t'es les Celtics, t'es supposé montrer à la NBA pourquoi t'as été dans le top de la ligue durant toute l'année et tu perds 2 matchs. Oui, un à la fin de la rencontre, mais quand même. Ok, on s'entend à ce qu'il roule sur n'importe quel match-up. On peut dire que tu as le meilleur duo de la ligue en ce moment, autant offensivement que défensivement, avec Tatum et Brown. En plus, tu as le 6e homme de l'année. Tu as fait des acquisitions à l'intersaison pour justement te permettre de passer le step que tu n'avais pas l'an dernier contre les Warriors en allant dénicher justement Brogdon. On a vu Blake Griffin arriver, Sam Hauser a plus de temps de jeu. Malheureusement, Gallinari s'est blessé, donc n'est pas dans la rotation, mais quand même est un joueur présent. Okay. Brad Stevens a fait les transactions pour permettre aux Celtics de passer ce gap, parce qu'on sait très bien que dans la NBA, la fenêtre de tir n'est pas éternelle. Et les Celtics, c'est maintenant. Je dis pas que c'est maintenant ou jamais, mais on les attend déjà avec un chip. On les attend avec une bague de championnat. Oui, l'an dernier, Steph Curry était en mission, il voulait aller chercher son Finals MVP. Mais là, d'autant plus que Milwaukee n'est plus dans les parades, n'est plus dans le portrait des séries dans l'Est. Tu dois poser un statement. Tu dois dire à tout le monde, OK, maintenant ça tombe nous les premiers à l'Est, on tombe les favoris dans notre conférence, donc faites attention à nous. Mais avec ce qu'on a vu contre Atlanta, je dis pas que j'ai peur, mais je m'attendais à mieux et je m'attends à des Celtics encore plus bouillants. Okay? On va voir ce que ça va donner contre les Sixers, qu'on va parler plus tard, mais ça va être loin d'être facile. Pour terminer sur les Hawks, puisque les Celtics continuent leur parcours, saison décevante, après leur résultat en 2021, où on s'est rendu en finale de conférence contre les futurs champions, les Bucks, on s'attendait à vraiment mieux d'eux. Okay, ils n'ont pas bien réagi l'année suivante, en 2022. Cette année, on avait rajouté Murray. Ça l'a pas pris. On s'entend, on les attendait plus haut que la 7e position. Surtout qu'ils ont eu 41 victoires et 41 défaites. On s'entend pour dire que les Hawks devaient être en haut des Nets. Malheureusement, malgré les 2 victoires, la machine à rumeurs repart. Là, on se demande si Trae Young va poursuivre sa carrière avec les Hawks. Il y a plein de rumeurs à chaque année concernant Clint Capella. John Collins également. On vient d'acquérir B. Est-ce que B va vouloir rester? On a quand même un bon noyau. Okay, on n'est pas très vieux. On a beaucoup de jeunes. Johnson s'est révélé cette année. On n'a pas parlé de Hunter. On a un duo de backcourt All-Star qui sont dans la vingtaine. Il n'y a personne de vraiment vieux dans la rotation des Hawks. Donc,
ça va être intéressant de voir s'ils vont conserver le club. Puis on recommence à zéro. Surtout que là, on a rajouté Quinn Snyder en cours de route. On a remercié Nate McMillan. Si c'était juste de moi, je recommencerais avec le même roster et je changerais quelques petites affaires. Pas beaucoup de choses. Moi, selon moi, Quinn Snyder a montré qu'il pouvait apporter énormément à une équipe. On l'a vu en 2021 avec le Jazz qui a fini premier de l'Ouest. Malheureusement, en playoff, en deuxième ronde, ça s'est pas passé comme on l'espérait. Les Clippers les ont sortis. Mais non, j'ai confiance en les Hawks qui vont rebondir l'an prochain. Déjà là, ça leur a fait du bien de donner 2 victoires, 2 défaites plutôt aux Celtics, de vaincre le Heat en play-in. Donc, non, il faut pas brûler toute la maison. On garde les pigeons actuels comme ils sont et on essaie juste de leur donner un peu plus de grain. Pour la série opposant le 3e et la 6e position, soit les Sixers et les Nets, seule série à avoir fini en 4, le seul balayage de ce premier tour. On a vu des Sixers vraiment méchants, malgré le fait que Harden était blessé au genou et que Embiid a dû rater le match 4. On a vu que Brooklyn, malheureusement, n'avait pas d'affaire là. On a vu qu'il y avait beaucoup de victoires que l'équipe conservait, qui dataient de l'ère, entre guillemets, Irving-Durant. Mais on a vu des beaux flashs en deuxième partie de saison avec l'acquisition de Bridges, avec Johnson, Finney-Smith, le retour de Dinwiddie. Mais c'est pas une équipe de 6e position, malheureusement. Oui, on met toutes les chances de notre bord pour que Bridges devienne un All-Star, mais en même temps, le gars a déjà un âge avancé, est déjà dans la deuxième partie de sa vingtaine, donc est normalement dans son prime. Selon moi, il va continuer de progresser, mais on le compare parfois à un Kawhi Leonard, mais Kawhi avait montré des plus gros flashs et s'était montré au grand jour à un plus jeune âge. Ceci dit, je le verrai quand même All-Star et j'ai bien hâte de voir ce que la troupe de Jacques Vaughn va faire l'an prochain, s'il va y avoir des changements, si on va signer d'autres joueurs, parce que là on a énormément de role players, mais est-ce qu'on va pouvoir être capable d'attirer un gros free agent comme on l'a vu par le passé avec Irving et Durant? Ça va être intéressant. On se retrouve cet été. Et pour les Sixers, on a été méchants, on a vu le collectif bien huilé, on a vu un Doc Rivers qui a su s'adapter, on a vu que malgré les blessures, on a réussi à trouver de la profondeur, on a vu un gros Paul Reed lors du match 4 qui risque de commencer la série contre les Celtics en espérant que Harden reste en santé. On a vu que Maxey et Harris sont capables de la mettre dedans, autant à l'intérieur sur des kick-outs que créer leur propre shot, que des open tree. Donc ça va vraiment libérer la balle pour des Embiid et des Harden de ce monde. Et là, j'ai pas encore parlé de leur présence en défense avec un DeAnthony Melton qui joue soit poste 2 titulaire ou bien off the bench parce qu'on préfère mettre Maxey. Et que dire de PJ Tucker, le gars, c'est un 3&D, il gagne des millions, puis sa job c'est de défendre sur le meilleur joueur de l'autre bord et de mettre ses 3 points, ce qui fait, ma foi, quand même très bien. Il mérite son salaire, il apporte de l'expérience. On a vu l'impact qu'il y a eu avec les Bucks en 2021 et à quel point il a fait mal aux Bucks. Et d'ailleurs, ceux-ci ont tenté d'aller chercher un joueur dans son type avec un Jay Crowder auquel on a échangé 5 choix de deuxième ronde pour se faire sortir en première ronde. Mais bon, ça, c'est un sujet qu'on a déjà abordé. Donc, Philly, avec le roster qu'ils ont, selon moi, devrait et pourrait se rendre en finale de conférence, voire finale NBA. Et au début de la saison, je les avais mis first seed. Okay? Donc, je crois encore en eux. Plusieurs analystes croient en eux. Mais reste à voir qu'est-ce qu'ils vont donner contre les Celtics. Mais pour ce qui est des Nets, on l'a bien vu. Un Joel Embiid niveau MVP, un Harden 2018,
des bons seconds couteaux à suivre. Finalement, pour la dernière série dans l'Est, opposant le 4 et le 5, soit les Cleveland Cavaliers et les New York Knicks. Prédiction, Cavs en 7. Ça, c'était l'expectation. La reality frappe et c'est les Knicks qui passent en 5. Vraiment déçu des Cavs. OK? Plusieurs les attendaient assurément en deuxième ronde, voire en finale de conférence. On est allé chercher un Donovan Mitchell monstrueux qui a coûté un autre All-Star à Lauri Markkanen, des choix de repêchage, Colin Sexton qui était un first pick dans les 10 premiers, qui venait de la transaction de Kyrie Irving, qui l'envoyait à Boston, et les Cavs avaient reçu Isaiah Thomas, Jay Crowder, Ante Zizic, un choix de 2 et le choix de 1 qui est devenu Colin Sexton. Le staff des Cavs avait fait un bon travail de recrutement. Surtout, on est allé chercher des vétérans comme Rubio, Raul Neto, Robin Lopez. Malheureusement, on s'est débarrassé de Kevin Love, mais en même temps, tant mieux pour lui. Regardez, il est avec le Heat, puis là, il y en a un qui se ramasse en deuxième ronde, tandis que toutes les autres sont à la maison à regarder. OK? Puis, selon moi, avoir échangé Kevin Love, ça a été, l'échanger, le laisser partir, ça a été une erreur. On perd en expérience. Le gars était là depuis 2014 avec l'effectif. À l'époque, on avait été le chercher contre Andrew Wiggins pour faire un big tree avec LeBron. Il a vécu les hauts et les bas des Cavs. Ces dernières années, ça n'avait pas été facile, là. L'an dernier, on les attendait vraiment en playoff. Et lors du play-in tournament, les gars se sont effondrés. On n'a pas fait les séries. Et là, cette année, on termine 4e. Puis là, on se dit, OK, on joue les Knicks. On a beaucoup plus de talent. On devrait passer sans problème. On a un Evan Mobley qui avait fini 2e au Rookie of the Year derrière Scottie Barnes. Perso, moi, c'était mon choix pour le Rookie of the Year, mais ça, c'est un autre sujet. Et cette année, il finit 3e pour le défenseur de l'année, à un si jeune âge, derrière Jaren Jackson Jr. Des Grizzlies et Brook Lopez des Bucks, qui n'a pas fait grand-chose en playoff. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. C'est un autre sujet, comme dit précédemment. On n'a pas encore parlé de Darius Garland, qui était All-Star pas plus tard que l'an dernier. On a des jeunes à potentiel avec Isaac Okoro, on a Lamar Stevens, on a Jarrett Allen qui était également All-Star l'an dernier, on a Caris LeVert qui est un candidat Six Man of the Year, mais les gars manquaient de grind, les gars manquaient de chien, et on a vu les fous de New York qui se sont déchaînés, corps et âme, contre les Cavs. Les Cavs semblaient faibles, les Cavs semblaient sans ressources, mais le roster sur papier est construit pour gagner un championnat et pour aller loin en playoff. Mais c'est là qu'on voit qu'en playoff, un 4-7, c'est pas comme une saison de 82 matchs. Les gars ont eu une bonne saison, mais lorsque vient le temps de jouer plus dur, on s'est fait avoir par les Knicks. Je fais partie de ceux qui ne mettaient pas les Knicks en playoff. Et juste à regarder, en 2021, les Knicks font première ronde des playoffs, perdent malheureusement contre les Hawks. L'an dernier, ultra décevant, on s'attendait à un gros Randall, pas du tout. Mais cette année, le gars est de retour All-Star. On est allé chercher Jalen Brunson qui est niveau All-Star et qui est selon moi le meilleur joueur de cette équipe. C'est triste de se dire que notre youngest MVP in the history of the NBA, D-Rose, ne joue pas. Notre francophone, notre français Evan Fournier, ne joue pas. Puis on se dit que le gars avec Orlando était titulaire. Les Celtics avaient été le recruter pour des grosses minutes. Après ça, le gars a signé avec New York. En même temps que Kemba Walker, on se disait, on a trouvé un poste 2 vétéran, sharpshooter, qui amène de l'expérience, du leadership. Mais finalement, le gars joue pas. Thibodeau l'utilise 0. D'ailleurs, on s'attend à ce qu'il se fasse échanger. Mais en même temps, on n'avait pas le choix. On avait des guards comme Emmanuel Quickley, Miles McBride, R.J. Barrett qui poussent derrière. Ils ont juste pris les devants dans la rotation de Tibbs. Ils sont plus efficaces défensivement comparé
à notre français. Donc c'est triste pour eux, mais collectivement, les Knicks sont méchants, sont durs à jouer contre offensivement. Ça peut venir de partout. Ça peut venir de Barrett qui est un slasher qui peut tirer de la 3 points, même si c'est pas le meilleur tireur, même s'il n'est pas régulier. Randall peut jouer comme Joel Embiid, comme il peut jouer comme Hashim Thabit. Ok? Brunson joue comme Kyle Lowry 2019 avec son jeu physique. Et le gars n'a pas peur de jouer dos au panier comme il n'a pas peur de shooter de la 3 comme Steph Curry. L'acquisition de Josh Hart en mi-saison, c'est juste une des meilleures de la NBA. Ok, on va chercher un 3&D jeune qui a joué avec ton meilleur joueur en Jalen Brunson à Villanova dans la NCAA, dans la région de Philadelphie. Son acquisition est parfaite pour New York. Les fans l'adorent. Il apporte du grit and grind qui rappelle les Grizzlies des belles années de Marc Gasol, Conley, Zach Randolph, Tony Allen. Donc faut pas dormir, faut pas sleep on les Knicks. Ils peuvent se rendre très loin, ils peuvent faire des dommages. Donc les voir jouer contre le Heat en deuxième ronde, ça va être tout un match-up de tête de cochon, d'équipe têtue. Mais selon moi, South Beach devrait accéder au final de conférence.